Le micro est à vous. Et j'ai combien de temps, Madame la Présidente? 21h17. Merci. Alors, juste pour boucler le sujet de tout à l'heure sur le crédit d'impôt pour maintien à domicile là, de 7 800 $ où les ESSAD, depuis 4 ans, demandent si elles peuvent l'appliquer au fur et à mesure sur la facture de leurs clients. L'idée derrière ça, c'est que la plupart des gens qui profitent, qui bénéficient de ce crédit d'impôt sont ceux et celles qui habitent en RPA. Ceux et celles qui habitent chez eux ne savent pas toujours, chez eux, dans leur maison, admettons, dans un appartement qui est hors RPA, ne savent pas toujours qu'ils ont droit à ce crédit d'impôt. Alors, c'est pour ça que le milieu des ESSAD demande depuis 4 ans de pouvoir l'appliquer. Bref, c'était juste pour boucler la boucle. Le sujet dont j'aimerais vous parler maintenant, ce sont les maisons de soins palliatifs. Alors, historiquement, les soins cliniques offerts dans les maisons de soins palliatifs étaient couverts à 100 % par le ministère. En 2022, c'est passé à 92 % des coûts des soins cliniques. Et puis, l'offre qui a été déposée cette année couvrirait 77 % des coûts cliniques pour les 3 prochaines années. Donc, ce qui reviendrait à 127 000 $ par lit au lieu des 165 000 $ qui sont demandés par le milieu. Donc, une différence de 38 000 $. Alors que l'an passé, une unité de 10 lits de soins palliatifs a été inaugurée à Saint-Charles-Borromée. Et là, c'est 220 000 $ par lit par année. Alors, ça fait comme un 2 poids, 2 mesures. Les personnes qui vont en maison de soins palliatifs, les coûts vont être couverts, ne seront pas couverts à 100 % pour les soins cliniques, là, évidemment, pas pour les autres coûts que les maisons doivent financer par la philanthropie. Alors, pourquoi ça serait pas, les soins palliatifs ne seraient pas des soins, en fin de compte, qui sont financés à même hauteur partout puisque ça devrait être des soins universels? Oui, bien en fait, les maisons de soins palliatifs là, font un travail vraiment exemplaire au niveau des soins de fin de vie. On le sait qu'au niveau des soins de fin de vie, on a donc des services qui sont donnés en soutien à domicile pour les soins de fin de vie, en maison de soins palliatifs, en CHSLD. Saint-Charles-Borromée, ce que vous venez de nommer, est un exemple de ça, où on peut garder des unités dédiées aux soins palliatifs, mais aussi dans les centres hospitaliers. Puis plus on regarde dans ce continuum-là, où les soins de fin de vie se déroulent, bien, plus on voit que les coûts sont différents. Donc, les soins de fin de vie à domicile versus dans un centre hospitalier universitaire, ça ne coûte pas la même chose. Puis là, on peut imaginer qu'en CHSLD, puis ainsi de suite, et en maison de soins palliatifs. Alors, il y a des négociations actuellement avec donc les représentants de l'Association des soins palliatifs. Et effectivement, les montants que vous donnez sont les montants qui m'ont été confirmés sur la proposition de base, c'est-à-dire une augmentation de 6,85 %, 118 855 de financement à 127 000. Par contre, pour les plus petites maisons de soins palliatifs, il y a un tarif plancher. Est-ce qu'on peut comprendre qu'une maison de soins palliatifs de 3 places, bien, ça va être difficile d'arriver seulement avec ce financement-là. Fait qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits. Puis, il y a aussi un montant qui est offert pour l'Alliance des soins palliatifs pour les aider à soutenir leurs activités administratives. Et je ne peux pas aller plus loin que ça aujourd'hui parce que la négociation est en cours. Ils font un travail exemplaire. Il y a tout le volet aussi de hôpital de jour ou clinique de jour, en ambulatoire là, ou en clinique externe. Alors, donc, ces discussions-là sont en cours actuellement. D'accord. Alors, je comprends que vous ne pouvez pas vous avancer plus, mais ce qui est, en fin de compte, oui, les petites maisons reçoivent plus pour vivre. On comprend que ce ne sont pas les mêmes coûts en maison de soins palliatifs, en CHSLD, à l'hôpital. Et là où ça coûte le moins cher pour le réseau, c'est en maison de soins palliatifs. Donc, c'est pour ça que ce serait important que les montants soient suffisants pour ne pas perdre de place et ne pas perdre de maison de soins palliatifs parce que même si elles vont chercher du financement en philanthropie, c'est le financement autre. Là, que le financement des soins cliniques soit passé historiquement à 100 % à 92 % 77 % pour les 3 prochaines années et on sait que c'est renouvelable pour 2 ans. Même les maisons de soins palliatifs pédiatriques reçoivent un montant plus élevé
Mais là, il n'y aura pas, selon les offres qui ont été faites cette année, il n'y aura pas d'augmentation. Et comme c'est pour les 3 prochaines années plus 5, ça veut dire qu'on va arriver à un moment donné où ces maisons-là auront aussi de la difficulté à suivre parce que c'est pas normal. Puis ça, je pense que vous en conviendrez, Madame la ministre, que, par exemple, une infirmière en soins palliatifs dans une maison de soins palliatifs qui donne les mêmes services, la même expertise qu'à l'hôpital ou en CHSLD, puisse pas être payée au même salaire ou un salaire semblable parce qu'elle œuvre dans une maison de soins palliatifs. Mais peut-être juste quand même se rappeler qu'en 2022, c'est quand même un ajustement qui avait été fait quand même important au sortir de la pandémie en lien avec le financement des maisons de soins palliatifs. En 2022, on était passé là, de 80 000 par lit à 110 000 Et bon, je pense que j'avais eu l'occasion de vous le mentionner. Puis pour les soins pédiatriques, soins palliatifs pédiatriques, on était passé de 169 000 à 200 000 par lit. C'est vrai qu'il y avait eu une très grosse augmentation. Puis là, ben, il y a comme une stabilisation. C'est difficile de comparer les CHSLD, les unités de soins palliatifs en CHSLD versus les maisons de soins palliatifs parce qu'il faut regarder aussi les taux d'occupation, etc. Il y a beaucoup de variables à regarder, mais la discussion est en cours. Et puis, les maisons de soins palliatifs font un excellent travail, puis ils font la différence. Alors, je pense qu'il faut laisser les gens continuer de discuter de ça. Absolument. Puis on veut les conserver. Puis, puis on comprend que les montants ont augmenté parce que les coûts ont augmenté partout. Donc, l'argument, c'est que les soins cliniques soient couverts à 100 par le réseau pour les maisons. Je voulais vous parler d'un cas dont vous avez sûrement entendu parler aussi. J'ai reçu une copie du rapport d'investigation du coroner Pierre Guillemette qui portait sur le décès de M. Sylvain Breton au CHSLD de Beauceville en janvier 2024. Alors, je ne vais pas entrer dans les circonstances précises de ce triste décès, mais il y a un passage du rapport du coroner qui a retenu mon attention où le coroner écrit ceci. « La loi du coroner est claire. Lorsqu'un décès survient à la suite de traumatisme ou lorsque les circonstances sont obscures ou que le médecin ne peut établir la cause du décès, le médecin doit déclarer la situation au bureau du coroner. Dans le cas qui nous occupe, l'équipe traitante en était venue à la conclusion que la dégradation de l'état de M. Breton était consécutive à un traumatisme crânien pour lequel les soins de confort ont été choisis. Il s'agit d'une déclaration tardive qui a eu pour conséquence de compliquer l'investigation et de susciter de l'inconfort au niveau de la famille. J'ai été confrontée à cette situation à plusieurs reprises dans les mois et les années précédentes. Alors, c'est ce bout-là qui m'a interpellée où ce coroner dit que, donc, c'est arrivé plusieurs fois dans les derniers mois, dans les dernières années, où le décès a été déclaré tardivement alors que la loi sur le coroner est claire. Ma question, c'est, connaissez-vous l'ampleur de cette problématique-là et est-ce que ça a été porté à votre connaissance? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises pour peut-être rappeler à l'ordre le personnel? Bien, écoutez, je pense que le coroner soulève un élément qui est extrêmement important. Puis les décès en CHSLD, quand on arrive en CHSLD, habituellement, on arrive, quand on est une personne âgée, là, naturellement, on arrive parce qu'on arrive à la fin de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est en soins de fin de vie, mais on arrive quand même à la fin de la vie. Et il faut être très, très prudent dans les mesures qu'on prend pour accompagner les personnes dans tout leur épisode de services puis de soins, puis en particulier lorsqu'il y a des décès, puis surtout s'il y a des décès liés à je vais appeler des événements. Alors, raison de plus pour s'assurer de respecter la loi puis de déclarer ces décès-là. Les déclarations tardives, c'est pas une bonne pratique. C'est une mauvaise pratique, on peut se dire ça comme ça. Alors, ça revient aux établissements de suivre les recommandations des coroners lorsqu'ils en ont. Habituellement, pour avoir été dans le réseau pendant très longtemps, tout ce qui est rapport de coroner est amené au comité vigilance qualité, puis il y a un comité qui évalue ça, puis on s'assure de suivre les recommandations au sein de l'établissement.
Santé Québec pourrait peut-être vous répondre à ça parce que maintenant, toute la gouvernance a changé au niveau des conseils d'administration, au niveau de vos comités, mais je sais que votre conseil d'administration suit de très près tous ces éléments-là. Fait que ça serait les bonnes personnes pour vous répondre, si vous acceptez. Consentement? Consentement, oui. Madame Biron? En fait, vous faites état d'un décès qui est arrivé, évidemment, très malheureux, en janvier 2024, qui était au moment où Santé Québec n'était pas constituée et j'étais pas en poste. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une situation qui est venue à mes oreilles dernièrement où on a eu à discuter de déclaration tardive, mais je suis tout à fait d'accord que ce ne serait pas une situation qu'on voudrait tolérer. Maintenant, si on veut parler d'événements qui sont arrivés précédemment, bien, je ne serai pas, ou Santé Québec n'est pas le bon organisme pour répondre. Donc, Santé Québec n'est pas l'organisme pour répondre à cette 2024 et précédemment. Oui, d'accord, mais en fait, ma question, c'est parce que c'est dans le rapport pour ce dossier, mais ma question n'est pas tant sur le cas de monsieur, mais plutôt sur le fait que le coroner dit qu'il y a eu ça lui est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des déclarations tardives, puis je voulais savoir si on connaissait l'ampleur de cela, puis s'il y avait un rappel à l'ordre qui avait été fait ou... Mais alors, qui de Santé Québec ou du ministère? Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un sujet là, d'actualité, dans le sens que, pour le moment, nous n'avons pas récemment entendu parler d'une telle problématique. Mais si c'était le cas, évidemment, on se mobiliserait rapidement et ça ne serait pas toléré. Là. Ce serait un rappel à l'ordre à l'ensemble des établissements. D'accord, merci. Alors, j'essayais de voir quand le rapport du coroner. OK, c'est beau. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet qui a été dans l'actualité il y a plusieurs mois. C'était la question du fameux contrat qui avait été signé avec l'ITHQ pour la nourriture dans les CHSLD, où donc c'est un contrat de 2 millions et il y a plusieurs problèmes qui ont été identifiés après une analyse, là, donc des problèmes généralisés d'approvisionnement, manque de fruits et légumes frais, méconnaissance sur l'utilisation de l'équipement, manque de thermomètres et d'équipements pour maintenir les aliments à la bonne température, quantité insuffisante de vaisselle, pénurie de personnel à tous les niveaux hiérarchiques, manque de formation, surtout en ce qui concerne l'hygiène, la manipulation des aliments, utilisation des appareils de pointe, des menus adaptés à la dysphagie, donc des risques pour la salubrité, la sécurité alimentaire des résidents. En tout cas, je vais pas continuer la liste. Et donc, il y avait une intervention de l'ITHQ pour former. Là, après l'arrivée de Santé Québec, à qui on avait demandé de faire des compressions d'1,5 million, ce qui n'avait pas été dépensé sur le contrat avec l'ITHQ de 900 000 a été mis sur pause, arrêté. Et à l'époque, un porte-parole de Santé Québec avait dit que nos équipes sont présentement en analyse concernant la suite du mandat de l'ITHQ pour la phase 2 prolongée. Alors, j'aimerais savoir si cette analyse est terminée, quel est le résultat de cette analyse et est-ce qu'il y aura une phase 2 pour s'assurer que les gens soient suffisamment formés. Okay, je vais y aller brièvement parce que je vois que le temps file, mais effectivement, la phase 1, le mandat qui avait été donné à l'ITHQ, c'était de faire un état des faits, de faire des recommandations, puis par la suite de faire de la formation. Ils ont complété la phase 1, il restait un solde. Alors, et pour la phase 2, Mme Poupard pourrait vous répondre pour la suite des choses. Consentement. Ah oui, c'est bon. Alors, bien évidemment, l'alimentation en CHSLD, c'est une priorité. Ça fait partie des petits plaisirs, comme on dit, au quotidien. Et vous dire que tout à l'heure, on a évoqué le comité de vigilance. Alors, notre comité national de vigilance et de qualité, c'est un sujet qui tient
particulièrement à cœur, de même que notre comité national des usagers qui suit ça de très près. Alors, dans ce dossier-là, je peux vous dire que les équipes de tout le secteur, là, on va laisser faire les abréviations, là, mais les secteurs approvisionnement, logistique, qui s'occupent des services alimentaires dans l'ensemble des établissements, de même que les équipes cliniques qui sont sous ma responsabilité, on travaille étroitement ensemble pour mettre en place les meilleures pratiques dans l'ensemble des CHSLD. Puis là, il y a une kyrielle de moyens allant de l'approvisionnement local. Moi, j'ai été PDG en établissement, là, puis souvent, ce que nos résidents nous disaient, mais au mois de juin, là, est-ce qu'on peut manger des fraises du kiosque d'à côté de mon CHSLD? Donc, c'est ce genre de processus-là puis de pratiques-là qu'on est en train de réintroduire. Donc, ça va bien sûr des stratégies d'hygiène, s'assurer qu'on a les meilleures pratiques, les températures, les textures. Vous les avez tout évoqués tout à l'heure, les éléments qui étaient au rapport, mais également de voir à toutes les stratégies pour rencontrer aussi les préférences de nos résidents en milieu d'hébergement. Donc, c'est un dossier qui est suivi en haut lieu et qui est travaillé aussi avec l'ensemble des établissements qui forment Santé Québec. Donc, l'ensemble des 30 établissements, c'est une priorité dans les différents CHSLD. Y compris la formation du personnel, Absolument. parce que je sais par exemple que les maisons des aînés sont super équipées dans les cuisines, mais encore faut-il que quelqu'un sache comment utiliser cet équipement. Même chose dans les CHSLD. Merci pour cette réponse. L'autre question que j'aimerais vous poser, dans le cahier du ministère, on nous dit que les sommes consacrées aux personnes de 65 ans et plus en 25-26 pour le programme d'aide visuelle est de 1,8 million et puis le nombre de bénéficiaires de 65 ans et plus, 4 576. La question que je veux vous poser, parce qu'il a été porté à mon attention par le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, que les délais sont excessivement longs pour avoir accès aux services, que les services sont bien, mais que pour avoir accès à ces services, c'est très long. Par exemple, il faut passer un examen en basse vision qui est réalisé par un optométriste spécialisé. Selon eux, il y en a seulement 40 au Québec qui sont spécialisés pour faire ces examens et qui sont à temps très, très partiel, à un demi-jour par mois ou un jour par mois. C'est une liste d'attente de 10 à 24 mois pour avoir droit aux services et aux aides. Puis en Gaspésie, l'attente serait de 16 mois après le diagnostic pour avoir accès aux services de réadaptation. Alors, et même si la personne, par exemple, une personne à qui j'ai parlé, a perdu subitement et complètement 100% de la vision après un accident, et elle a dû attendre 6 mois pour avoir... Il fallait quand même qu'elle passe cet examen en basse vision, même si les médecins étaient... c'était un diagnostic inconditionnel, là. C'est impossible que cette personne retrouve la vue. Elle a dû attendre 6 mois pour avoir des aides parce qu'une personne qui devient aveugle, évidemment, a besoin de formation pour marcher, pour son équilibre et tout ça. Alors, c'est une période excessivement difficile. Et pour les aînés qui souffrent de dégénérescence maculaire, pour eux, c'est encore plus difficile parce que c'est pas une perte subite de la vue, ça se fait graduellement au fil du temps. Alors, avec le vieillissement de la population, les cas de dégénérescence maculaire et pour toutes les autres personnes qui ont des problèmes, est-ce que c'est quelque chose qui est sur le radar de Santé Québec ou du ministère? Parce que non seulement il y a cette attente pour les examens en basse vision, après ça, il y a l'attente pour les services. Et chaque fois qu'un service a besoin d'être renouvelé, exemple, une personne qui utilise un appareil, un ordinateur pour être capable de lire, le logiciel est mis à jour, il faut qu'elle repasse tout le processus, puis quand elle peut avoir l'autorisation d'avoir la mise à jour du logiciel, c'est déjà passé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait, qui est sur le radar du ministère pour les personnes aveugles et amblyopes? OK. Merci pour la question. Si vous permettez, je demanderai au sous-ministre de pouvoir y revenir. C'est une question au niveau des services spécialisés, là, ce que je comprends. Et puis, on a donc des programmes spécialisés à ce niveau-là. Alors, je vais laisser notre sous-ministre vous répondre.
Consentement. 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 Monsieur le sous-ministre, vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Daniel Paré, sous-ministre du ministère Santé et Services sociaux. Dans le fond, au niveau de la gestion du programme, c'est un programme qui est fait au niveau principalement de Santé Québec et de la RAMQ. Mais ce que je peux vous dire, les montants que vous avez, là, du 1,8 million et le nombre de bénéficiaires de 65 ans et plus, vous avez les bonnes données, là, qui est 4 576. Et est-ce que ma question était à savoir, est-ce que ce grand délai d'attente et d'obligation de passer les tests en basse vision et d'être réévalué chaque fois qu'un nouveau service ou un service doit être mis à jour, est-ce que ça peut être regardé pour que les gens n'aient pas à attendre aussi longtemps? Ce n'est pas encore sur l'écran radar. Peut-être le sous-ministre et Madame la vice-présidente d'opération pourraient aussi compléter. Ben, j'aurais mis l'emphase sur le défi des ressources humaines. Vous savez, je pense que vous l'avez bien nommé, qu'il y a 40 personnes pour le Québec, et ça, c'est quelque chose qui est qu'on doit regarder au niveau là, notamment avec l'éducation supérieure pour favoriser d'avoir le plus d'optométrie spécialisée pour faire ça. Parce que je veux le dire comme ça, je pense qu'il y a une notion là, de déficit ou de goulot d'étranglement par rapport à nos ressources humaines. Et c'est probablement pour ça que notre programme est fait de cette façon-là. On comprend ça. Maintenant, est-ce qu'il y aurait moyen de regarder le programme, de réanalyser pour savoir si la façon dont il fonctionne actuellement est optimale, vu les ressources, pour s'assurer que les gens ne soient pas, et là j'utilise l'expression entre guillemets, dans le noir? En terminant. Je vous le confirme que oui. C'est quelque chose que nous allons regarder. Merci. Merci beaucoup.